Les majors pétrolières, les compagnies pétrolières se projettent-elles déjà dans l'après-pétrole? On en parle avec vous, Philippe Escan. Bonjour Philippe. Bonjour David. Éditorialiste au Monde. Alors, après Shell et Total, cette semaine, c'est au tour de BP, British Petroleum, qui passe quand même, c'est pas rien, c'est pas une broutille, c'est pas anodin. Plus de 17 milliards de dollars de dépréciation d'actifs dans ses comptes. Et là, on se dit, pourquoi cette opération comptable? Il faut quand même le rappeler, c'est pas une perte. Et qu'est-ce que ça traduit? Parce qu'encore une fois, c'est pas anodin. Ça traduit que la richesse, c'est-à-dire les actifs que possède British Petroleum, ils vont baisser de près de 30%. En fait, ce sont des gens qui travaillent sur le très long terme, les compagnies pétrolières, donc elles font des projections, évidemment, qui sont parfois démenties en général, mais enfin qui sont des projections qui leur permettent de préparer, d'établir leur stratégie. Et sa projection, c'était à l'horizon 2050, un baril de dollars qui, en moyenne, sur la période, baril de pétrole. Pardon, oui. Qui en moyenne serait de 70 dollars le baril. Et ils l'ont revu à la baisse. Et ils l'ont revu en disant non, finalement, ça sera que 55 dollars. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça dévalorise évidemment l'actif pétrolier de BP et ça traduit derrière le fait que les compagnies pétrolières ne croient plus à un retour du pétrole cher. Donc ces 17 milliards, c'est encore une fois le passage d'un pétrole en prévision pour BP de 70 à 55 dollars, boum, appliqué à toute leur production, toutes leurs réserves, leurs réserves, voilà. Moins-value, encore une fois, dépréciation comptable. Après, vous n'êtes pas en train de me dire que c'en est fini pour l'or noir. On entend régulièrement ça. On trouvera toujours du pétrole à pomper. Alors, on en trouvera toujours à pomper. Et on en trouvera d'autant plus facilement à pomper qu'il y en a toute une partie qui ne sera jamais pompée. En fait, cette idée qui a été parfois répandue à un moment donné qu'on allait épuiser les ressources il n'y aura plus une goutte de pétrole. Il n'y aura plus une goutte de pétrole et tout. C'est du pipeau, c'est complètement faux parce que c'est juste une question de prix. C'est-à-dire qu'à 50 dollars ou 55 dollars, il y a une très grosse partie de la production mondiale qui n'est plus rentable. L'offshore profond au large du Brésil, les sables bitumineux au Canada, l'offshore même dans le nord de l'Atlantique, sans parler des projets de type arctique ou autres. Tous ces projets-là, à 55 dollars, on n'est même pas à 55, on est à 40 aujourd'hui. Et en plus, on est à 40. Ça, c'est une valeur moyenne, c'est-à-dire qu'on estime que si le jour où l'économie repartira, on ne sait pas dans quelques années, et forcément, donc à ces cours-là, c'en est fini. Les prix à du ces pétrole. cours-là, c'en est fini de tout ce qui est sable bitumineux, offshore profond, pétrole de schiste américain, y compris le pétrole de schiste américain. C'est avec le pétrole de schiste américain, on sait très bien qu'en dessous de 50 dollars, il y a tout, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, il y a une grosse partie des producteurs qui ne sont plus rentables. En plus, c'est un pétrole qui nécessite sans arrêt de faire de la production parce que ce sont des gisements qui s'épuisent très vite. Donc, hop, on va juste à côté, on refait un trou et on recommence à pomper. Et ce sont des pétroles qui souvent se rentabilisent au-delà de 50, plutôt vers les 60 dollars. Donc, il y a toute une partie du pétrole américain qui, en tout cas, c'est ce qu'estiment les majors pétrolières, perdrait de sa valeur. Donc on est entré à l'ère, et vous l'avez écrit encore une fois dans Le Monde, à l'ère du pétrole low cost. Ça veut dire que l'or noir viendra essentiellement, surtout, mais pas seulement, du Golfe. Parce que là-bas, comme on dit, on tape dans le sol, j'exagère, et ça voilà, sort, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Arabie Saoudite, elle sait faire du pétrole à moins de 20 dollars. Donc, à moins de 20 dollars coût de production. Oui, et je pense qu'on est bien en dessous de 20 dollars. Oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas effectivement d'acteurs qui sortiront de ce métier. Alors, pour les compagnies pétrolières, il y a évidemment ce problème, c'est une perte de valeur. Les fameux 17 milliards, c'est la valeur de BP qui baisse. Et donc, pour elles, c'est une incitation, évidemment, à aller vers autre chose. À se projeter dans l'après. Voilà, et quand on les écoute, qu'est-ce qu'on entend? L'après, c'est quoi l'après-pétrole? Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? On entend tous plus ou moins la même chose. Être électricien, faire de l'énergie verte.
et du gaz. C'est ça qu'ils nous disent, en gros, c'est ça l'avenir des majors pétrolières? C'est ça, c'est-à-dire on dit en gros, l'avenir, ça va être l'électricité. L'avenir, c'est l'électricité, tout le monde est d'accord. L'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Alors comment on produit l'électricité? On produit l'électricité, on produit évidemment, à une époque, on produisait avec du charbon, puis avec du pétrole, parfois avec du nucléaire, de l'hydroélectricité, et puis maintenant avec des renouvelables, enfin, avec l'éolien et le solaire. Et donc ces compagnies-là, elles disent, ben voilà, notre avenir, il sera en tout ou partie dans le domaine des énergies renouvelables. Alors il y a une raison qui est effectivement de changer de métier, donc de s'ouvrir de nouveaux horizons. Puis il y a une autre raison qui est que les investisseurs et l'argent, il va maintenant en priorité dans le secteur des renouvelables. Les valorisations des compagnies qui sont parties à fond dans le renouvelable, comme Enel par exemple en Italie, Iberdrola, elles sont bien supérieures à celles des compagnies pétrolières. Donc, et puis c'est la demande aussi, et puis c'est la demande de pétrole aussi qui est peut-être en train de changer. Et, oui, avec une demande moindre parce qu'on va tous rouler de plus en plus a priori à l'électrique ou à l'hybride rechargeable, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, les usages du pétrole, ils ont déjà changé, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins, par exemple, on fait de moins en moins d'électricité avec du pétrole, c'est de moins en moins. En revanche, les transports sont massivement dépendants encore du pétrole. Et c'est ça qui est en train de basculer. Et c'est aussi la raison pour laquelle Shell, par exemple, dit on sera le premier électricien mondial en 2050. Bon, c'est facile à dire, en 2050, c'est encore loin. Tout le monde ne pourra pas être leader mondial. Il y aura de la place pour tout le monde dans l'électricité, dans l'éolien, dans le solaire. Quand on voit le statut d'EDF, celui des électriciens allemands, on se dit ce n'est pas forcément un boulot génial dans la mesure où ces entreprises sont elles-mêmes en difficulté. Mais il y a des cas, par exemple, l'électricien danois qui s'appelle Ørsted. C'était en fait la compagnie nationale danoise, qui est encore d'ailleurs, qui est cotée en bourse, mais qui est encore en propriété en grande partie de l'État danois. Eh bien, elle est sortie en 2018 totalement du pétrole et du gaz, et elle s'est spécialisée dans l'éolien offshore. Elle ne fait que ça. Elle l'a fait en premier, elle l'a fait peut-être en étant moins mammouth aussi. Et voilà, alors c'est une entreprise qui est un peu plus petite, qui était déjà d'une certaine taille, parce qu'il s'était créé notamment pour exploiter les gisements de l'Atlantique Nord. Mais évidemment, c'est un acteur qui n'a rien à voir avec Shell, BP ou Total, qui ont des actifs dans le monde entier. On en parlera juste après avec Stéphane Bougin, le patron d'Euronext, mais c'est vrai qu'il y a une lame de fond sur le ESG, des investisseurs effectivement qui sortent de plus en plus de tout ce qui est charbon ou même parfois énergie, notamment pétrole, avec une demande de fonds de collecte sur justement des valeurs de transition énergétique, des valeurs de production d'énergie verte. Et c'est vrai que vous l'avez écrit, je trouve intéressant, c'est qu'on se dit mais pourquoi est-ce que les pétroliers, pour le coup, versent autant de dividendes? Et vous apportez la réponse? Oui, elle est très simple, c'est que ce sont des entreprises dont la valorisation en bourse n'augmente plus, diminue, et donc pour garder ces investisseurs, il faut leur verser des dividendes. C'est toujours ce choix de la société cotée. Est-ce que comme il n'y a plus d'espoir de plus-value sur le titre, sur la valo de la boîte, on donne des dividendes importants, avec du rendement. On donne des dividendes. Alors il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que du pétrole, on en aura toujours besoin et pendant encore très longtemps, peut-être jusqu'en 2070 ou autre, parce qu'il y a la pétrochimie, il y a tout un tas d'applications qui demanderont du pétrole. Et puis il y a les pays émergents qui, eux, n'ont pas la capacité aujourd'hui à basculer sur des économies à partir de renouvelables. Et enfin, il ne faut pas oublier que les majors pétrolières dont on parle, là, les BP, même avec les américaines, ça représente à peu près 30% de la production de pétrole. Le reste, ce sont les compagnies nationales, saoudiennes, algériennes, indonésiennes, etc., qui font l'essentiel des ventes de pétrole. Les Russes aussi. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce point de vue explication signé donc Philippe Escande, éditorialiste donc au Monde. Merci Philippe. Merci David.